Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoires à dormir debout. Alors, ici André Pelchat, toujours en compagnie de mon ami Charles Degnaud. Bonsoir, Charles. Hey, bonsoir, André. Alors, ce soir, on va avoir deux scénarios, deux histoires qui n'ont pas grand-chose à voir ensemble. Ils nous ont accrochés. À part que d'être fort distrayantes, nous l'espérons. Toi, c'est un peu un tongue twister, comme disent les Anglais, the crash of the crush. Crash of the crush. Je vais vous raconter l'histoire d'un événement de nos arrière-grands-pères. Et moi aussi, ça va être un peu nos arrière-grands-pères. S'il y a un point commun, c'est ça. On va parler de quelque chose qui revient périodiquement, cependant, le péril jaune. On en entend parler. C'est dommage, j'ai pas un gong. Mais en tout cas, ça serait de circonstance. Ça serait de circonstance. Alors donc, allons-y avec The Crash of the Crush pour commencer. Comme dans la chanson québécoise, nos arrière-grands-pères savaient comment fêter. Ils savaient non seulement comment fêter, mais ils savaient aussi comment organiser des événements extrêmes. C'est difficile à concevoir qu'au 19e siècle, puis au début du 20e siècle, on pouvait avoir des événements de type Bigfoot, mais oui, ça a été le cas aux États-Unis en 1896. C'est une bonne démonstration du fait que chaque fois que quelque chose devient à la mode, ceux qui en font la promotion s'imaginent qu'ils l'ont inventé. Et c'était pas nécessairement le cas. Alors, on va se situer au Texas en 1896. C'est l'époque où le chemin de fer domine le commerce en Amérique et le transport maritime de concert avec... les grands événements qui se produisent à cette époque-là sont liés soit à des naufrages, soit à des catastrophes ferroviaires. Ça fait la une dans tous les journaux, déraillements. Même les plus petites de ces catastrophes-là attiraient les médias un peu comme un aimant. Donc, il y avait seulement un pas à faire entre cet attrait-là et l'organisation d'événements spéciaux. D'ailleurs, c'était pas la première fois que quelqu'un pensait à ça. C'était déjà arrivé à un endroit qui s'appelait, la même année d'ailleurs, en 1896, en Illinois, à Buckeye Park, où une compagnie ferroviaire avait fait un spectacle une collision de locomotives. C'était énorme, très spectaculaire. J'imagine. Ça avait attiré 20 000 personnes. Et puis, quand les autres compagnies voyaient ça, ça a pris juste un George William Crush, du nom de la ville temporaire qui a été faite pour la circonstance, pour mettre sur pied un de ces événements-là. Il était bien nommé, il avait un nom prédestiné. Très bien nommé. Peut-être que ça a eu une influence dans le choix de ce qui allait se produire. Alors, la compagnie ferroviaire Missouri, Kansas, Texas Railroad, que tout le monde appelait la CATI, a décidé, l'idée de proposer un accident ferroviaire comme spectacle. Le but pour la compagnie, c'était de redorer son blason et puis d'obtenir de nouveaux marché dans un environnement aussi qui était très, 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 très concurrentiel. C'est assez savoureux de penser qu'une compagnie de train voulait redorer son blason en faisant un accident. Ah, mais ça attirait des milliers de personnes. L'événement précédent avait attiré 20 000 personnes. Il faut se dire. Puis d'ailleurs, l'impact publicitaire de ça s'est rendu jusqu'à New York. Même Thomas Edison a décidé d'envoyer un photographe puis un cinéaste pour documenter l'événement. On a choisi un lieu, c'est un plateau qui est au centre d'une cuvette, une espèce d'amphithéâtre naturel. Ça permet une bonne vision des spectateurs. On va forer des puits pour alimenter en eau le public qui va se présenter là. Il va y avoir des tentes de cirque. Le cirque Ringling Brothers va se présenter sur place, va installer son carnaval. Il y a un sideshow avec un midway qu'on appelle, avec des attractions. On va faire une tribune pour les discours. Et puis, on va faire une énorme publicité pour ça. Pour la circonstance aussi, on va penser un petit peu à la sécurité. Okay? Là, je parle de l'organisation. Là. Le public là, va être maintenu à une distance de 200 yards, 683 mètres. C'est à peu près 2 terrains de football en longueur. On se figure toujours ça. Le terrain de football là, semble être devenu une mesure aujourd'hui, de nos jours. Et puis, on va discuter avec les ingénieurs.
Les ingénieurs, à l'époque, c'est les gars qui chauffent le train. Et puis, celui qui manipule l'engin. L'engin, c'est un ingénieur. Mais c'est pas de danger que ça explose, ça. Les locomotives à vapeur en collision. Alors, on analyse la situation. Les ingénieurs vont la possibilité d'une explosion de locomotive est très, 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 très peu probable. C'est un peu discutable parce qu'à l'époque, là, des catastrophes ferroviaires d'explosion, il y en avait eu énormément. Une locomotive à vapeur, ça fonctionne avec des pressions énormes. Et puis, la boîte à feu, le foyer de ça, c'est ni plus ni moins en métal. Puis, s'il y a trop de chaleur, ça va faire augmenter la pression, ça va exploser. S'il n'y a pas assez d'eau, n'importe quoi, n'importe quel moteur à vapeur à l'époque, parce que les bateaux, c'est pareil, il y a énormément d'explosions sur les bateaux à vapeur. Catastrophiques. Entre autres parce que souvent, il n'y avait pas de manomètre qui n'était pas inventé à l'époque et qu'on ne savait pas c'était quoi la pression qu'on avait dans le moteur. Là, maintenant aussi, on va mentionner à propos de l'événement que l'admission est gratuite. Mais comment que les compagnies peuvent faire de l'argent avec ça? Tout le monde se rend là par train. Alors voilà, ils ont fait des tarifs spéciaux pour des express, 2 $ au départ de n'importe quel lieu au Texas. Et tout ce battage publicitaire-là, l'expérience du choc des locomotives avec la rhétorique de l'époque, c'était une publicité extraordinaire. Ça va amener 30 000 personnes sur les lieux. En fait, c'est même plus que ça, parce qu'on n'a pas le compte exact, mais on dit entre 30 et 40 000 personnes. Bon, c'est pas pour 10 000 personnes de plus, n'est-ce pas, qu'on va s'en faire avec ça. On va fabriquer une voie ferrée spéciale qui est déconnectée de la ligne principale, parce que c'est certain que la dernière chose qu'une compagnie veut, c'est une locomotive folle qui emprunte le circuit principal puis qui cause une catastrophe. Mais aussi, on va sacrifier des locomotives. C'est bizarre, hein? En fait, l'évolution de la machinerie à vapeur se faisait là, très, très rapidement à l'époque. On passait des premières grosses locomotives là, à des engins là, qu'on a vus ici au Canada puis aux États-Unis. Il y avait ce qu'ils appelaient des big boys, qui étaient des monstruosités énormes d'une puissance terrible. Donc, ces premiers engins-là ont été rendus obsolètes assez rapidement et ils s'en allaient à la casse et à la ferraille. Fait que pourquoi pas les peinturer de belles couleurs rouge, vert, et puis on va mettre des mannequins à l'intérieur, et puis on va organiser la collision comme ça. Puis c'était très, très, très payant. Alors, il va y avoir 2 locomotives destinées à être ferraillées qui sont repeintes. La 999, elle est d'un vert brillant souligné de rouge, puis la 101 est rouge avec du doré. Toutes les 2 sont du type 440, ça veut dire qu'ils ont 4 roues motrices en tandem. C'est pas des énormes locomotives, mais quand même, quand on est à côté, je sais pas s'il y en a qui ont vu ça, ce type de machinerie-là, c'est impressionnant. C'est quand même énorme et épeurant. Cette voie principale-là va être, la voie, c'est-à-dire pour l'occasion, va être surélevée afin que tout le monde voit ça. Et puis, on va calculer l'endroit exactement où ça va se percuter. Puis on va appeler ça le crash de Crush. Le village en question, qui va porter le nom de Crush, c'est un dépôt qui a été fait sur cette voie spéciale. Et puis là, on a nommé un maire, on a mis une infrastructure municipale. Il y avait d'ailleurs des puits qui avaient été... Et puis on va nommer ça du nom de l'instigateur du projet de Crush. Alors, le crash de Crush a pris son nom, puis il y avait aussi cette tonalité-là, cette sonorité-là. Facile à retenir. C'est facile à retenir. Alors, la catastrophe va débuter, OK, pour ainsi dire. L'événement va être retardé d'1 heure parce que les spectateurs refusent d'obéir aux instructions de la police pour la sécurité, puis on se met directement à côté des... Alors, le temps de tout replacer comme ça... Quoi, ça non plus, ça date pas d'hier. Non, définitivement pas, puis d'ailleurs, ça va avoir une incidence. Vers 17 heures, notre monsieur Crush est vêtu de blanc, complètement avec un 10-gallon hat. On est au Texas, après tout. Oui. Chevauche un étalon blanc, puis là, il va agiter son chapeau afin de donner le signe de départ. Au début, on avait amené les 2 locomotives pour qu'ils se donnent un petit bec exactement où là, ça se produire. Puis là, avec de savants calculs, on les a mis exactement à la bonne distance. On a installé les mannequins.
les ingénieurs ont mis en marche les deux locomotives puis ont sauté immédiatement. Et ils ont pris de la vitesse. Et voilà, la collision se produit. Elle est spectaculaire. On a 70 1000 à l'heure, là, c'est pas des kilomètres à l'heure. Au début, je trouvais 70 kilomètres à l'heure. Maintenant, c'est 70 000 à l'heure. Donc, on a 142 000 à l'heure de vitesse cumulative. Mais là, on parle de 90 000, mais quand même, là. OK? Pendant quelques secondes après que les deux engins se sont percutés, il y a eu un genre de silence. Il y avait un peu de vapeur qui s'échappait. Et puis, de concert, comme si c'était donné de signal, les deux bouilloires ont explosé en même temps. Alors, il y a des débris, des pièces de la taille d'une roue de locomotive qui sont projetées à plusieurs mètres de hauteur et une très, très grande distance aussi. Il y a des débris qui vont arriver dans la foule, ils vont tuer 3 personnes, ils vont en blesser des dizaines d'autres, c'est du shrapnel, ni plus ni moins. Un des photographes de l'événement, un dénommé Jarvis, Joe Dane, est frappé par un écrou, puis il perd un œil. Le journal contemporain de l'événement a émis la théorie d'une explosion. C'est assez... Oh, il a passé longtemps. Probablement qu'il y a eu une explosion. En fait, oui, il y a eu une explosion. Puis ce qui m'a toujours étonné dans ça, c'est les ingénieurs. Le commun des mortels a dû aller là en se disant, ils vont exploser, les locomotives. Mais l'ingénieur, non, à 140 000 à l'heure, il n'y a pas de danger que les bouilloires explosent. Comme je l'ai mentionné tantôt, ça explosait pour beaucoup moins que ça. Il y avait un vétéran de la guerre civile américaine qui était sur place. Il a dit, moi, je me suis retrouvé sur un champ de bataille en entendant l'explosion. Évidemment, ça va donner lieu à plusieurs poursuites judiciaires qui vont être réglées hors cours. Des petites compensations monétaires, tu sais, dans le genre de couple de centaines de piastres, là, des choses comme ça. Mais ça a surtout été des passes à vie pour la compagnie de chemin de fer. Fait que ceux qui ont été blessés, ils pouvaient prendre le train. Ça a été un énorme gain publicitaire, pour la compagnie. D'ailleurs, M. Crush a été mis à la porte le lendemain, puis il a été réengagé le surlendemain. Parce que quand ils ont vu combien ça avait entré de profit pour la compagnie, en fait, ça a été considéré comme le gag publicitaire le plus mortel de l'histoire des États-Unis. Il y a eu beaucoup d'émissions qui ont été faites sur le sujet. Tu sais, on en voit encore aujourd'hui dans une série qui s'est appelée Wild West Tech, évidemment. Scott Joplin, qui est un célèbre compositeur de ragtime, a fait une pièce qui s'appelle The Great Train Collision pour la circonstance. Mais même après ça, ce qui est le plus étonnant, c'est que ces événements-là se sont reproduits à plusieurs exemplaires, puis ont toujours été aussi populaires. On peut voir d'ailleurs des films de ce type de collision-là un peu partout sur les médias. Mais encore aujourd'hui, on va voir, par exemple, un spectacle de Bigfoot ou de cascade. Des gens vont être blessés, des gens vont recevoir un boulon dans le front, pour ainsi dire, puis les cascadeurs eux-mêmes vont y passer. Il faut se rappeler que Gilles Villeneuve, durant une course d'automobile au Japon, sa voiture s'est envolée et il a atterri dans la foule. Ça fait partie de l'ordre des choses. Personnellement, je n'irai pas voir un de ces événements-là, pas nécessairement parce que j'ai peur de recevoir un Bigfoot sur la figure, là, mais la destruction des choses, c'est pas quelque chose qui m'attire, mais j'aime ça en parler parce que ça fait des très bonnes histoires à dormir debout. Ça serait intéressant de fouiller le pourquoi, qu'est-ce qui attire les gens dans ces événements-là. Il y a quelque chose de psychologie. Oui, c'est ça. Parlant de psychologie, moi, je vais aller dans un sujet, le genre de théorie ou de peur dont on pense toujours que c'est du passé, mais qui finit toujours par revenir, le péril jaune. Pour comprendre cette idée-là du péril jaune, il faut remonter au 19e siècle, parce qu'il a d'abord fallu avoir l'idée qu'il existait une race blanche et une race jaune. Ce qui a pu paraître à un certain moment évident, mais qui, au départ, n'était pas vu par tout le monde. Les premiers explorateurs européens qui allaient en Asie mentionnaient absolument pas que les Asiatiques étaient d'un physique différent ou quelque chose comme ça. Ça dérangeait absolument pas. C'est au 19e siècle qu'on s'est mis à créer cette notion de race humaine et à les hiérarchiser surtout. Et bien sûr, c'est en Europe qu'on a créé ça. Donc, on a mis les Blancs au sommet et les Noirs et les Amérindiens complètement en bas. Et entre les deux, il y avait les Asiatiques que certains voyaient comme plus proches des Blancs puis d'autres voyaient comme plus éloignés.
Mais disons qu'au 19e siècle, les Asiatiques avaient perdu beaucoup de prestige en Europe, notamment à cause des conquêtes coloniales, de la guerre de l'opium, la facilité avec laquelle l'Angleterre avait battu la Chine. On les voyait de plus en plus comme une race inférieure. Sauf qu'en 1895, le Japon se modernise, on est en pleine modernisation, et là, on a tout d'un coup peur que les Japonais fusionnent avec les Chinois et deviennent la première puissance du monde, que les Japonais modernisent les Chinois. L'idée que les Japonais se fusionnent avec les Chinois était assez absurde. L'idée que les Chinois se modernisent beaucoup moins, comme on le sait aujourd'hui. Mais à l'époque, on commence à avoir peur. On a énormément peur aussi parce qu'on vient de réaliser, la démographie faisant des progrès, la science démographique, que les Chinois sont 400 millions. C'est plus que toute l'Europe. Aujourd'hui, ils sont encore plus que ça, mais c'était déjà le pays le plus peuplé de la Terre. Et puis, il y a des épidémies en Chine. Donc, les préoccupations hygiéniques aussi en Occident font qu'on se méfie des Chinois qui peuvent nous amener des maladies. Alors, c'est comme ça que tranquillement va se créer ce qu'on va appeler le pays jaune. Il y a un auteur qui s'appelait Jacques Novikov qui va analyser le phénomène en 1897. Et il va écrire « Le péril jaune est signalé de toutes parts. Les Chinois sont 400 millions. Théoriquement, ils peuvent mettre 30 millions d'hommes sur pied de guerre. Un beau matin, ils devraient envahir l'Europe, massacrer ses habitants et mettre fin à la civilisation occidentale. Pour certains, ça paraît un dogme inattaquable. » Lui-même était plutôt sceptique là-dessus, mais il analysait. En Occident, en plus, surtout aux États-Unis, au Canada, en Australie, il y a des vagues d'immigration chinoise. Ça aussi, ça va créer des paniques et surtout un racisme énorme. Et c'est en Allemagne que le concept va être créé par rien de moins que l'empereur Guillaume II lui-même, le Gelbe Gefahr, qui veut dire le péril jaune, et il aurait forgé, lui, cette expression-là, parce qu'il y avait eu à un moment donné un projet de fédérer les nations occidentales sous la direction de l'Allemagne, bien sûr, et sous sa direction à lui principalement, contre la montée en puissance du Japon et éventuellement de la Chine. Il va même faire par un peintre, Hermann Nachfuss, une gravure intitulée « Nation européenne, défendez vos biens sacrés », où on voit les troupes asiatiques qui déferlent sur l'Europe devant l'archange Michel qui montre la situation aux nations occidentales, représentées par des personnages. Il a envoyé ça à d'autres dirigeants, dont le tsar Nicolas II. En 1900, c'est la révolte des boxeurs en Chine. C'est une révolte d'un mouvement populaire, finalement, qui veut chasser les étrangers qui occupent des parties de la Chine. Et toutes les nations européennes vont envoyer des troupes. Et il va, là encore, Guillaume II, dans un discours, va dire qu'il souhaite que le nom des Allemands acquiert en Chine la même réputation que les Huns en Europe pour que plus jamais un Chinois n'ose regarder un Allemand de travers. En négligeant le fait que parmi les nations qui envahissent la Chine, il y a le Japon aussi, qui est avec les Occidentaux là-dessus. Mais l'expression commence à faire fortune, notamment dans les pays anglo-saxons. Un écrivain va publier une série de courtes histoires intitulées « The Yellow Danger », le danger jaune, qui s'inspire du meurtre de 2 missionnaires allemands en Chine en 1897. Et là, en 1904, on commence à en parler de plus en plus. Il faut dire qu'en 1904, il arrive un événement majeur, c'est la guerre entre la Russie et le Japon. Et le Japon donne une pâtée, excusez l'expression, on pourrait dire aussi que la Russie s'est fait torcher, excusez-moi, mais il y en a. Ça a été une victoire totale des Japonais. Surtout aux batailles navales aussi. Surtout aux batailles navales, qui était l'élément le plus moderne. Et là, on commence à avoir peur en Occident. Un certain Émile Drian va entamer en 1908 la publication d'une trilogie qui s'appelle « L'invasion jaune », dans laquelle un général japonais allié à la Chine, financé par des Juifs américains, on ne sait jamais bien loin, le racisme se finit se relier, envahit l'Europe continentale, il va y avoir des bandes dessinées là-dessus, etc.
Et là, on a peur parce que les Japonais ont montré qu'ils sont capables de maîtriser la technologie moderne, si on veut. Et on a encore plus peur, au moment où en Europe, ça commence à passer, au moment de la Première Guerre mondiale, on commence à parler de moins en moins du péril jaune en Europe, entre autres parce que le Japon fait partie des alliés contre l'Allemagne et qu'on a bien plus peur de l'Allemagne, puis après ça, des bolcheviks en Russie. Mais en Amérique du Nord, ça va durer plus longtemps, le péril jaune, parce que c'est dans le Pacifique que le Japon commence à acquérir sa puissance, ce qui menace les États-Unis et accessoirement le Canada. Donc, et il y a évidemment toutes les lois raciales qu'on a votées contre les Chinois. On a mauvaise conscience et on a peur que finalement l'Asie se retourne contre l'Europe et on va voir des commentaires qui vont apparaître de plus en plus et on a peur d'une montée en puissance. Un jour, on va être dominé par comme on les appelle, les jaunes. Certains vont faire remarquer que les Asiatiques, eux autres, ils voient plutôt un péril blanc et qu'ils ont pas mal plus de raisons parce que c'est le continent asiatique qui est largement colonisé par les Européens, à l'exception du Japon, justement. Et là, on va voir un journal, dans un journal français, par exemple, on va parler pour la première fois dans l'histoire, Orient et Occident sont amenés à suivre les péripéties de la guerre. On est sûr qu'une guerre s'en vient, éventuellement. Et on parle du Japon, et ça va se déplacer de la Chine vers le Japon, puis ça va revenir vers la Chine selon les péripéties politiques, finalement, du moment. On va, et surtout, donc, à partir après la Première Guerre mondiale, ça va vraiment être en Amérique du Nord que ça va se développer. Aux États-Unis, il y a 90 000 Chinois et 24 000 Japonais au début du siècle. Il y en a presque autant du côté de la Colombie-Britannique. Et ça va donner lieu à des émeutes raciales. En Californie, en 1870, à Vancouver, en 1907, à une loi d'exclusion des Chinois qui, de 1882 à 1943, va interdire complètement l'immigration aux Chinois. Les soldats asiatiques, durant la Première Guerre mondiale, qui ont combattu dans l'armée américaine, vont même perdre leur citoyenneté en 1925. Ils vont la retrouver seulement en 1935. Et là, la littérature va s'en mêler. C'est là que vont apparaître des séries de romans, de films anti-asiatiques. Le plus connu, le docteur Fu Manchu, personnage de fiction inventé en 1912 par Sax Rohmer. Alors, c'est un génie du mal d'origine asiatique qui essaie d'unir tous les peuples asiatiques du monde contre les Occidentaux. Il y a signalé qu'il a été transposé au cinéma, mais qui n'a jamais été joué par un Asiatique. On va voir apparaître aussi en 1928 Buck Rogers, personnage de science-fiction, dans une nouvelle qui s'appelle Armageddon 2419, où on voit l'Amérique du futur dominée par les Asiatiques, par les Chinois. La nouvelle dynastie Han. Flash Gordon, bande dessinée, 1936. Là, ça se passe sur une autre planète, mais comme par hasard, les méchants sont des hommes jaunes, dirigés par un certain empereur Ming. Et là, la Deuxième Guerre mondiale va arriver. Ça, c'est des films qui vont être extrêmement populaires à part ça, là. Et là, la Deuxième Guerre mondiale va arriver, et là, c'est plus contre les Japonais que le sentiment va se transposer, surtout après l'attaque de Pearl Harbor en 1941. Surtout qu'il faut faire attention, la Chine est un allié dans ce conflit-là. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, ça va se calmer un petit peu, cette peur, mais ça va revenir avec la victoire des communistes en Chine, et là, Mao, et là, la Chine redevient le grand méchant. Et en plus, il va y avoir la guerre du Vietnam. Et là, on va recevoir des immigrants, notamment vietnamiens. Et là, on va revoir, et ça va revenir. Dans les années 80, là, c'est les succès économiques du Japon qui vont créer tout un mouvement. Écoute, il y a d'autres pays à la même époque qui ont eu des succès économiques. Personne n'a jamais tombé dessus comme on a fait avec les Japonais. Il y a même un Français qui avait publié un livre « Sans raison de détester les Japonais ». Et là, sans CENT, là. Et là, ça va durer jusqu'aux années 90. Là, il va y avoir la crise économique au Japon, en Asie. Et là, on va commencer à dire que, dans le fond, les Japonais, les Asiatiques, c'est pas des bons capitalistes et qui sont pas dangereux. Mais là, voilà la Chine qui monte. Et là, on y revient et on revoit cette rhétorique-là qui réapparaît.
notamment avec la pandémie qu'on a pu voir récemment. On se souviendra du président Trump qui insistait pour que ça s'appelle le virus chinois. C'est de nouveau, les Chinois sont les gros méchants. On a même un ancien ambassadeur de Chine, du Canada en Chine, qui fait des campagnes où on reproche beaucoup de choses qu'on peut reprocher au gouvernement chinois, mais ça prend vite une tournure un petit peu particulière. Alors ça ne cesse de revenir, cette histoire de péril jaune. On va parler de panique irrationnelle dans certains cas, vis-à-vis notamment des Asiatiques. Même lors de la crise du SRAS dans les années 2000, début des années 2000, il y avait eu en France un cas où un Chinois se trouvait dans un wagon de train, il s'est mis à éternuer. Il n'y avait pas le SRAS, mais il s'est mis à éternuer. On l'a obligé à descendre à la première station. Puis le SRAS, ça ne se transmettait pas comme ça en passant. Donc, c'est dire que la panique revenait fréquemment. Et on a même vu au Canada, le Dr Tam, qui dirige la lutte contre la pandémie, se faire accuser de travailler pour la Chine par des éléments conservateurs, se faire accuser de travailler pour la Chine parce qu'elle est d'origine asiatique, tout simplement. Alors, c'est ça, l'histoire du péril jaune qui est un peu comme, comment dirais-je, le phénix qui ne cesse de renaître de ses cendres malgré son absurdité. Le retour de l'ombre jaune. On se souviendra de l'ombre jaune dans Bob Moran, effectivement. C'est, d'ailleurs, au cinéma américain et dans la littérature populaire américaine, pendant des années, on n'a pas vu un seul personnage asiatique positif. Il y en avait un, c'était Charlie Chan, un détective. Tous les autres, quand on voyait un Chinois ou un Japonais, c'était toujours un méchant. Qu'on repense à Wu Fat dans Hawaii 5-0, et on pourrait citer bien d'autres exemples. Alors voilà l'histoire du péril jaune. Ça m'amène à penser, quand on parle de ces choses-là, comme des dictateurs, des dictatures, des revers de l'histoire, nous autres, on le fait avec la complaisance de notre époque. On ne vivait pas à cette époque-là. Là, on parle d'une espèce de racisme qui est immonde, mais il faut qu'on réalise qu'à l'époque, c'était peut-être un mode de pensée qui était plus normal pour la population, malgré toute l'horreur de ça. Au début du 20e siècle, le racisme, c'était la chose au monde la mieux partagée en Occident. On aurait de la misère à trouver un auteur qui n'était pas raciste à l'époque. Et on va être obligé, malheureusement, de s'interrompre parce que c'est la fin. Alors, mesdames et messieurs, restez à l'antenne de TVCBF et à la semaine prochaine.